Alors on se retrouve aux rencontres de Charlieu, comme on vous le disait tout à l'heure, avec Pierre Filmon, qui est le réalisateur. Et alors là, Pierre Filmon, je vais vous laisser, en vous présentant, dire le nom de ce film, qui n'est pas facile à dire, surtout, bah voilà, chez nous, on ne parle pas forcément tous très bien anglais. Alors je pourrais le dire, mais c'était... Allez-y, bonjour Pierre Filmon. Bonjour. Alors le documentaire que j'ai fait de long métrage s'appelle Close Encounters with Vilmos Zsigmond. Voilà, à mes souhaits. Donc c'est un titre anglais qui est en référence au titre du film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, qui en anglais est Close Encounters of the Third Kind. Donc ce choix de l'anglais est lié au fait que le directeur de la photographie du film Rencontre du troisième type est le sujet de mon film, et il est américano-hongrois, Vilmos Zsigmond, donc un grand monsieur du cinéma dont je fais le portrait à travers ce film. Voilà, justement, pour moi c'est vraiment un film, au-delà d'un documentaire, c'est que je suis rentré justement dans ce film. Enfin voilà, vous prenez donc du début de sa carrière jusqu'à ses derniers films, donc on est dans la chronologie, et on va suivre, alors qu'on connaît ce qui va se passer, enfin en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu la filmographie, on connaît les films qu'il va y avoir, mais à chaque fois on rentre là-dedans, et ça fonctionne pratiquement avec une intrigue. En tout cas on est happé par ça. Donc c'est pour ça que je disais un film plus qu'un documentaire, et c'est ce qui fait du bien. On entendait dans la salle tout à l'heure des gens qui disaient enfin un documentaire en salle, mais pour moi c'est un film avant même d'être un documentaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'imagine parfaitement regarder tranquillement, comme un film, et pas du tout en me disant tiens je vais apprendre quelque chose. Non, on rentre là-dedans et ça fait un plaisir fou. Donc voilà pour les choses. Pour les compliments, voilà. Merci. Alors on va quand même expliquer un petit peu qui est Vilmos Zsigmond pour les auditeurs. C'est alors là je fais tout ça de tête, mais je suis à peu près sûr de moi. C'est peut-être un des plus grands directeurs de la photo qui ait pu avoir, en tout cas celui qui a, sans qui le Nouvel Hollywood n'existerait pas. Voilà, ils ont été plusieurs, mais c'est l'un des grands, voilà. L'un des 3-4 grands de cette époque des années 70. Exact. Il est né en Hongrie, on est en 1930, donc ça c'est très bien montré dans votre film. Il va partir au moment de l'entrée des chars russes, c'est ça, avec des bandes, et c'est comme ça qu'il arrive aux États-Unis. Et à partir de là, il va se passer plusieurs étapes. Il va d'abord démarrer par des films que lui-même dit médiocres, pour vivre en tout cas, et petit à petit il va devenir le compagnon de route de tous les grands réalisateurs. Alors on peut en citer, que ce soit De Palma, Altman, il va même finir avec Woody Allen. D'ailleurs c'est assez drôle puisqu'il dit que Darius Khondji est exactement le même que lui, et aujourd'hui c'est Darius Khondji qui a repris les Woody Allen, donc c'est... Oui, et Vittorio Storaro même, oui. On peut le dire, puisque Vittorio est en train de tourner en ce moment son deuxième film avec Woody Allen, donc il a fait Café Society le prochain, et Vilmos se sent très proche d'autres de ses collègues, comme Vittorio Storaro, ou pour la plus jeune génération, Darius Khondji, vous avez raison. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est un réalisateur français? On reviendra à votre carrière et à vos débuts ensuite, mais comment est-ce qu'on fait quand on est un réalisateur français à se dire un jour, je vais faire un documentaire sur Vilmos Zsigmond? Comment est-ce que ça naît? Voilà, moi ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que l'idée un jour est en train de germer dans votre tête? Ça fait longtemps qu'elle germait, cette idée déjà de film américain, disons-le tout simplement. Je rêvais de faire un film américain. C'est un film français, mais que j'ai aussi tourné aux États-Unis avec des gens qui sont très importants dans le cinéma américain, puisque donc dans le casting on a Jerry Schatzberg, Nancy Allen, John Travolta, Peter Fonda, des gens qui sont reconnus mondialement, qui ont marqué l'histoire du cinéma, chacun dans leur domaine, acteurs, réalisateurs. Et j'ai vu beaucoup de films de Vilmos en tant que cinéphile, donc l'idée inévitablement a germé là déjà, à travers l'admiration que j'avais pour son travail. J'aurais jamais pu imaginer, à l'époque où j'ai découvert dans un laps de temps assez court plusieurs de ces films, j'aurais jamais pu imaginer qu'un jour je serais en présence de la personne que j'admire le plus, et jusqu'à en faire un film. Donc j'en rêvais, et les rencontres, le hasard bienveillant m'a permis de le faire. Je suis projectionniste au Grand Action, un cinéma à Paris, et un jour j'ai la chance de rencontrer Darius Khondji, à
qui je dois beaucoup, puisque on est devenus amis, assez proches, et il savait que j'écrivais un scénario de long métrage. Il m'a dit, écoute, qui aimerais-tu que soit le directeur de la photographie de ton long métrage? Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais que ce soit toi. Et il m'a dit, écoute, tu sais, c'est compliqué, James Gray, Woody Allen, je suis très occupé, Bong Joon-ho, bon. Et il m'a dit, sinon qui? Et je lui ai dit, écoute, j'ai un rêve, c'est de rencontrer Vilmos Zsigmond. Et il m'a dit, écoute, tu sais, ça tombe bien parce que ça a été mon parrain à l'ASC. Alors, l'ASC, c'est l'American Society of Cinematographers, c'est-à-dire l'association des directeurs de la photographie américains, qui est la première association du monde des directeurs de la photographie donc, au monde, c'est celle américaine. Et alors, justement, juste pour recadrer ça, Ouais. ASC, tout le monde a déjà vu ce sigle parce que à chaque fois où est marqué directeur de la photographie, en dessous, il y a le nom suivi de ASC automatiquement. Hein. Exactement. Pour ceux qui sont à l'ASC, Oui, bien donc sûr. à la société américaine. Pour les Français, c'est l'AFC, pour les Italiens, l'AIC. Mais à chaque fois qu'un directeur de la photographie fait partie de cette association, dans son pays respectif, c'est une obligation au générique des films de mettre derrière AIC le nom de l'association. Donc c'est un métier de corporation, ce sont des artisans et des artistes. Et pour entrer dans ces associations, il faut être adoubé. Il faut qu'un maître, un aîné, vous prenne sous son épaule, sous son aile et vous fasse entrer dans l'association. Ce qui est arrivé pour Darius, qui était déjà à l'AFC, Darius Khondji, donc directeur de la photographie de Seven, de plusieurs films de Jean-Pierre Jeunet et de Midnight in Paris, par exemple. Donc c'est Vilmos qui l'a fait rentrer à l'ASC. Donc Darius m'avait promis de le faire, il l'a fait. Et 4 jours après, je recevais un mail dithyrambique sur le scénario de Vilmos qui m'a dit « Je veux être ton chef opérateur pour le film ». Vous imaginez mon émotion en lisant ce mail. Et derrière, on s'est rencontrés. Et quand je l'ai rencontré, cet homme que j'admirais plus que tout, j'ai rencontré aussi un être humain exceptionnel pour lequel immédiatement j'ai eu beaucoup d'affection. Et je me suis dit « Je vais faire un film sur lui ». Je lui ai demandé la permission. Il m'a dit oui. Et de là, tout devenait possible. Donc à partir de là, donc là ça veut dire que vous écrivez un scénario de documentaire où vous vous laissez, disons, prendre dans les histoires qu'il peut vous raconter, ou tout de suite vous vous êtes dit, bon bah c'est très simple, il y a tous ces films, on va les prendre pratiquement un par un et on va développer là-dessus. Oui, c'est intéressant effectivement de creuser un petit peu ça, dans le sens où je connaissais assez bien sa carrière, donc il l'a senti très vite que je connaissais son métier bien, enfin son œuvre plutôt que son métier d'ailleurs, et j'ai organisé pour lui une rétrospective à Paris en mai 2014, avant qu'il reçoive un prix à Cannes, pour l'ensemble de sa carrière. Et je me suis dit, oui, pour ce documentaire, il faut être simple, c'est-à-dire je vais suivre sa carrière chronologiquement, parce que je pense qu'il y a plein de choses et plein de rebondissements qui sont sous-jacents là. Après, les choses qu'on ne peut pas prévoir, c'est qui des gens avec lesquels il a travaillé va accepter d'être dans le film et ce qu'ils vont dire. Donc avec cette matière-là, je me suis dit, il faudra que j'en tire un film haletant, un film qui tienne les gens du début à la fin, qu'ils n'aient pas envie de partir au milieu, et que ça tienne la durée d'un long métrage, parce que le film fait 80 minutes. Donc c'est un mélange des deux, un mélange d'écriture et de rencontres, et puis de retravail, parce que le tournage a quand même s'est étalé sur près de 2 ans. Comme il n'y avait pas d'argent du tout, au début j'ai tout simplement filmé Vilmos en plan fixe, en train de me raconter sa vie, ses premières années et ses galères, très très importantes aux États-Unis en tant qu'immigré hongrois sans argent dans les années fin des années 50. Et puis quand j'ai eu fini ça, je me suis dit, voilà, je rêverais d'aller aux États-Unis, mais j'ai pas l'argent. Et là est rentré Marc Ollery, le distributeur du documentaire aujourd'hui en salle, qui m'a dit, il faut que tu ailles aux États-Unis, je te paye le billet, je suis parti. Et là, les rencontres, amenant d'autres rencontres. Ce que je dis souvent, c'est que je fais un peu le travail d'une abeille. J'ai récolté le miel, un maximum de miel possible, en sachant quand même, en fonction de la personne interviewée, la matière que j'étais susceptible d'avoir, évidemment sur tel film, bien sûr, mais non seulement ça, mais sur leur relation, sur ce que ça allait pouvoir me raconter du cinéma américain de cette époque, ou de la place, du voilà. Et avec cette matière, il y a un moment dans le tournage où je me suis dit, je crois que j'ai tout mon miel. Voilà. Combien d'heures de rush vous avez pour ce film? Est-ce que déjà d'entrée de jeu vous saviez que ça allait faire 1h20 ou c'était autour d'1h30 quoi, et combien d'heures en tout vous avez d'heures de rush?
Alors, je ne savais pas le temps que ça allait durer, mais je me suis toujours dit que ça ne pouvait pas faire un 52 minutes pour la télé. J'avais pas d'ambition de le montrer en télé. Mon idée, c'était toujours le cinéma, de le montrer au cinéma, parce que c'est un homme qui m'a fait rêver au cinéma. Pour moi, le rapport à la salle, à la pellicule, à la projection est tellement important que ça ne pouvait finir qu'en salle. Ça, je le dois à Marc et sa société. Mais disons que pour la durée, les 80 minutes, j'ai toujours eu dans l'idée, c'est-à-dire que j'ai un vrai problème avec la durée au cinéma. J'ai beaucoup de mal à voir des films très longs au cinéma. Pour des raisons personnelles, j'ai du mal à voir des films très très longs et j'aime les films de Jacques Tourneur, par exemple 1h10, on a un film brillant qui est fait en 1h10. Les films brefs, mais riches, m'ont toujours fasciné. Arriver à dire beaucoup de choses en peu de temps, c'est, je trouve, une expérience gratifiante pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on a l'impression peut-être d'en vouloir plus. C'est rare de sortir d'un film de 3h15, peut-être si le dernier film de Bertrand Tavernier ou d'autres, mais de se dire j'en veux encore. Mais d'un film d'1h10, 1h20, on a encore envie d'en savoir plus. Donc là, c'est une durée que je trouve assez belle, 1h20. Ça laisse le temps d'un dialogue après le film, par exemple, et en même temps, ça laisse le temps à certaines choses de s'installer. Donc pour répondre sur la quantité de matériaux que j'ai récupérés, j'ai 40 heures en fait de rush, ce qui n'est pas considérable. En fait, moi comme c'est mon premier documentaire de long métrage, je ne savais pas ces choses-là, et ça m'avait frappé. C'est le film d'Ubersoper dont j'ai oublié le titre, le deuxième long métrage que j'ai été voir en salle. Une question posée par le public: vous aviez combien d'heures de rush? Et lui disant 400 heures de rush. Quand j'ai entendu dire ça, je me suis dit oula, moi j'en ai 10% de lui pour un film d'1h20. Donc j'allais dire, en termes de ratio, c'est pas mal. Néanmoins, quand on a 40 heures de rush et qu'on fait un petit film d'1h20, ça veut dire qu'il y en a 38 heures 40 qui sont pas là. Donc oui, le montage est un moment douloureux parfois, où il faut aller au cœur des choses tout le temps, et le montage a duré pratiquement 1 an de façon éclatée. Mais je sais plus pourquoi je parle de tout ça, parce que j'ai débordé un peu de la question. non, c'était très bien. On parlait de savoir quoi garder aussi à ce moment-là. Le montage, alors justement, parce que là on parle d'un chef opérateur, ça fait du bien de parler des techniciens. Nous dans l'émission on en parle très régulièrement, en tout cas on leur donne beaucoup la parole. Justement, peut-être parlons aussi de votre équipe. Comment vous avez tourné? Est-ce que justement vous étiez seul? Est-ce que vous êtes à plusieurs? Comment s'est fabriqué ce documentaire? Alors je tenais à ce que, par respect pour Vilmos Zsigmond, qui est un immense chef opérateur, un immense homme de l'image, que j'ai une image à la hauteur de ce qu'il est, ce qu'il représente pour moi. Donc non seulement j'avais envie de gens qui parlent de lui et qui soient de son corps de métier, des grands de son métier. Donc il y a des grands monsieur qui parlent de lui, non seulement réalisateur et acteur, mais directeur de la photographie, donc des visages aussi un peu inconnus du grand public. Mais je souhaitais que derrière la caméra, il y ait des gens aussi tout à fait intéressants et très doués pour filmer Vilmos. Alors je ne vous cache pas que là, j'ai eu une surprise très agréable, c'est que quand je parlais aux gens habituellement que je faisais un film sur Vilmos Zsigmond, bon, ça parlait à peu de gens. Et après, je commençais à faire la liste des films qu'il avait fait. Les gens me disaient: ah oui, c'est Voyage au bout de l'enfer, ah d'accord, et Délivrance, ah oulala, et Blowout, ah oui d'accord, et Altman, ah oui, et Woody Allen. Bon. Mais quand j'en parlais au directeur de la photographie, tout de suite il tiltait. Et donc j'ai eu, avec les directeurs de la photographie que j'ai derrière, ce sont des amis, c'est des gens qui tout de suite m'ont dit: oui, on va t'aider pour le faire, ce film. Donc j'ai eu la chance derrière la caméra d'avoir des gens, justement des associations de directeurs de la photographie, françaises, italiennes, américaines, puisque j'ai tourné en France, en Italie, aux États-Unis et aussi en Hongrie. Et donc à chaque fois je tenais à ce que non seulement il y ait 1 ou 2 caméras, de préférence 2, et qu'il y ait une prise de son qui soit faite extérieure, pour avoir la meilleure, la matière la plus claire, la plus parfaite possible techniquement. Je me devais ça pour Vilmos et pour le public. Est-ce qu'on peut les citer, vos chefs opérateurs? Les directeurs de la photographie, carrément. Ah oui. J'ai commencé avec une jeune femme qui est à l'AFC et à la société belge, SBS, Marie Spencer. Ensuite, il y a eu Olivier Chambon. Ensuite, en Italie, il y a eu Luca Coassin. Et puis, j'ai eu la chance, alors ça, je vais vous raconter, c'est une anecdote un petit peu intéressante, si on a un peu de temps. Bien sûr, on a tout notre temps ici. Quand j'ai dit à Vilmos: j'aimerais faire un film sur toi, il m'a dit: tu sais qu'il y en a déjà eu. Je lui dis: ah non, je ne savais pas. Il me dit: si, il y a James Crescentis de la SC
qui a déjà fait un documentaire sur mon amitié avec Laszlo Kovacs, qui est l'autre grand hongrois des années 70, qui a fait Easy Rider par exemple. Ce film s'appelle No Subtitles Necessary, et James Kresantis l'a filmé, nous a filmé. Le film a été à Cannes Classique en 2008, et voilà, il faut que tu le vois. Donc je me suis précipité chez mon revendeur préféré, j'ai regardé le film, et je me suis dit, oulala, la barre est très haute, c'est-à-dire que non seulement je souhaite faire un film sur un immense chef opérateur qui m'a fait rêver, mais en plus il y a déjà un documentaire qui a été fait sur lui et sur son amitié avec Laszlo, dont je dois me démarquer, et qui a été fait par un directeur de la photographie, et qui a été à Cannes Classique. Donc vous imaginez, enfin, quand on part de tout seul, de très loin d'une cabine de projection, tout semble inatteignable. Je dois dire que je suis arrivé à quelque chose qui voilà, a été à Cannes Classique, donc je suis avec plaisir, hein, je partage ce palmarès avec plusieurs films sur les directeurs de la photographie qui ont été faits. Bref, j'en arrive à mon anecdote. Quand je demande à Vilmos, j'aimerais avoir un super chef-op aux États-Unis pour te filmer, pour filmer. Oh, il me dit, il n'y a pas de problème, je pense à quelqu'un, un ami, il me donne son nom, très bien, je l'appelle, on fixe ça, pas de souci, tout se prévoit comme ça. Et une semaine avant de tourner, coup de téléphone de Vilmos, il me dit, écoute Pierre, je suis embêté, personne qui devait le faire, c'est désengagé, elle ne peut plus, elle est embêtée, elle a autre chose. Bon, parce que n'ayant pas d'argent, c'est la règle, c'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un d'être sur votre film à tel moment, il dit oui, mais s'il a une autre possibilité bien mieux payée, eh ben, il vous fait défaut, et c'est pas parce qu'il vous méprise ou il ne vous aime plus d'un coup, c'est qu'il a un travail payé, et c'est tout à fait respectable. Et il me dit, mais je pense à James. Je lui dis, James? Oui, il me dit, James Kresantis, celui qui a fait un film sur moi, il pourrait être ton chef-op aux États-Unis. Je dis, mais James, il a fait un film sur toi et il accepterait d'être mon chef-op aux États-Unis? Il me dit, oui, on va lui demander, je vais l'appeler, bouge pas. Il l'appelle, il me rappelle, il me dit, appelle James, il est d'accord. J'appelle James. James, bonjour, vous avez fait ce film, je l'ai vu, félicitations, vous acceptez? Oui, pas de problème, pour Vilmos. J'ai beaucoup entendu ça, beaucoup. Pour Vilmos. Je le fais pour Vilmos. Je vais le faire. J'ai raccroché et je ne vous cache pas que j'ai eu un moment de panique. Je me suis dit, ça y est, c'est fichu, je vais me faire bouffer. J'arrive aux États-Unis, je vais me faire bouffer, c'est tout. Première fois que je vais aux États-Unis, j'arrive à Los Angeles, je débarque. C'était une semaine de folie où j'ai vraiment tout fait sur place. J'étais non seulement réalisateur, mais aussi assistant du réalisateur, producteur, assistant du producteur et chauffeur. Enfin bon, et tout ça dans une espèce de course de folie, parce que pas d'argent, donc il faut tout faire vite. Et bref, tout s'est mis en place favorablement. Et James m'a immédiatement respecté, a respecté mon projet, mon envie, ma relation avec Vilmos, c'est quand même pas simple, et m'a laissé faire ce que je lui demandais en donnant beaucoup de lui. Donc je lui suis très reconnaissant. C'est une très belle anecdote, ça, en tout cas. Et oui, je pense que ça doit pas être facile, du coup, quand on se retrouve déjà face à un maître, mais en plus avec un autre maître qui, là, pour le coup, est sous vos ordres, enfin, en tout cas, qui respecte votre travail. Moi, justement, la question que je me suis posée presque dès le début, parce qu'on voit beaucoup le matériel sur le plan d'ouverture, est-ce que... ben voilà, quel type déjà de matériel vous avez pris pour tourner, et est-ce que vous êtes dit, ben non, je peux pas juste partir je sais pas, avec un Canon 5D, enfin voilà, comme on tourne beaucoup, parce que Vilmos est le maître de la bande, et voilà. Est-ce que ça a été aussi des questions, parce que c'est aussi des questions de budget. Aujourd'hui, beaucoup de documentaires se font en numérique, parce qu'on peut justement faire beaucoup de rush. Alors voilà, comment est-ce que vous avez tourné? Alors en fait tout s'est fait donc sans argent, et c'est ça qui a tout déterminé, c'est-à-dire j'ai fait un maximum pour avoir le meilleur matériel possible à chaque fois, mais je me suis retrouvé avec une quinzaine de caméras différentes sur l'intégralité du tournage. C'est-à-dire à chaque fois que je tournais, et ça pouvait être à 6 mois de décalage, à 3 mois ou à un week-end de décalage, j'avais pas le même matériel, je changeais de personne derrière la caméra, de chef son, à chaque fois ça changeait tout le temps, il fallait que je trouve quand même une cohérence là-dedans et que je tienne, et surtout que je touche du bois. Parce que les problèmes que j'allais avoir en post-production, et on me disait, oulala, t'as utilisé, juste pour les connaisseurs, comme ça, juste pour le plaisir, comme un viticulteur parlerait peut-être de ses vins, et j'ai la EOS 1, la 1D, la 5D, la 7D, alors de mémoire, hein, on a utilisé une Sony, 2 Sony, voilà que les noms m'échappent, des Canon, enfin dans tous les sens. Et je suis arrivé en post-production en me disant, qu'est-ce qui m'attend? Eh bien, un autre miracle a eu lieu, je parle souvent de miracle pour ce film, mais encore un, eh bien, j'ai eu aucun problème de post-production lié au côté hétéroclite du matériel que j'avais. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà.
Alors ça oui, parce que donc ça veut dire que vous n'avez pas eu de problème de format à recouper dedans. Non, donc ça non, c'est aucun effectivement, problème de. Alors il y a sur un ou deux plans, par exemple à l'étalonnage, on s'en est rendu compte sur le 5D justement, le 5D qui a le signal le plus pauvre. À l'étalonnage, on en a un tout petit peu souffert sur un ou deux plans. Je pourrais vous les dire quand vous avez vu le film, vous direz peut-être ah oui ce plan-là effectivement, mais j'allais dire que globalement, je veux dire 2 plans sur un film de long métrage, c'est acceptable. Il n'y a pas trop de soucis. Alors justement maintenant, donc vous êtes un expert en ayant eu toutes les caméras auprès de vous. Pour vous, quelle est, c'est celle qui est le plus facile, en tout cas, ou en tout cas qui donne la meilleure image. Enfin voilà, si vous devez en choisir qu'une seule maintenant pour refaire un film, vous partiriez avec quoi? Oui, c'est intéressant comme question. C'est vrai que quand Olivier Chambon est arrivé en me disant écoute, j'ai une petite caméra là qui est vachement bien, je crois que c'est la XD100 si je me souviens, avec Canon, elle est vraiment bien, elle est toute petite, on la voit pas venir, mais je t'assure que sur grand écran elle donne très très bien en 2K, c'est magnifique. Donc évidemment moi je fais complètement confiance au chef-op, aux gens avec qui je travaille, donc je lui dis très bien Olivier, tu te sens à l'aise avec elle, allons-y. Donc on a tourné toute la partie hongroise avec, pour vous donner une idée. Et puis, non, d'ailleurs c'est principalement ça qu'on a tourné. Et je dois dire qu'en voyant les rushs, vu le côté compact de cette caméra, le rendu magnifique et la légèreté, c'est un super compromis légèreté-qualité, quoi. Est-ce que Vilmos s'est intéressé à l'image, aux caméras numériques en l'occurrence. Voilà. Décidément, il n'y a que des questions passionnantes aujourd'hui. Oui, ça c'était un chouette moment à vivre aussi. Et de là est née la première séquence du film. C'est-à-dire que le film s'ouvre, pour les gens qui ne l'ont pas vu, qui j'espère le verront bientôt, le film s'ouvre sur Vilmos qui installe le cadre, son cadre et sa lumière dans son interview. C'était la moindre des choses pour moi aussi de lui donner cette place-là. Et c'est une idée qui est née de l'attitude de Vilmos. C'est-à-dire que après avoir fait ces fameux plans dont je parlais, ces longs plans fixes sur lui me racontant sa vie, je lui ai dit écoute, j'aimerais bien quelques plans pour aérer donc cette interview. On est au Grand Action dans le 5e à Paris et il marchait déjà difficilement à l'époque. Je lui dis allons dans le petit square à côté, allons sur les berges de la Seine avec la Notre-Dame au fond pour voir où on est. Il me dit très bien et on y va. Et donc il s'installe avec son épouse, nous on installe une petite caméra et je le vois un peu trépigner avec son épouse comme je dis mais Vilmos je viens, enfin oui alors il vient, il regarde dans le cadre, oui c'est pas mal mais alors je mettrais peut-être plutôt ça là ici comme ça et je lui dis mais Vilmos bien sûr comment, alors vas-y comment est-ce que tu veux qu'on fasse, alors comme ça et puis il commence à donner un cours au jeune chef-op et il commence et donc il a vérifié le plan, on l'a tourné, donc c'est le plan où on le voit marcher de front avec son épouse avec Notre-Dame en fond, qui est un plan très court maintenant dans le film, mais c'est lui qui l'a cadré complètement, et le plan de fin aussi d'ailleurs, c'est lui qui l'a cadré complètement. Et quand on est revenu de ce tournage et de cette émotion qui est de se dire Vilmos est en train de faire l'image de son propre documentaire, je me suis dit deux choses. Je me suis dit filmons une interview en train de se préparer, donc c'est comme ça que le film démarre maintenant, et puis je vais demander à Vilmos un moment de filmer avec un iPhone. Voilà. Ce qui fait que quand on était en Hongrie, sur les berges du Danube, on était en voiture ensemble et je lui ai passé mon iPhone 3 à l'époque et donc c'est pas son téléphone, c'est le mien, et il a fait ses plans à ma demande et j'étais très fier de voir Vilmos filmer avec l'iPhone et curieux de cette image là et de s'interroger, de se dire mais c'est fou ce qu'on voit la nuit avec ces machines là. Voilà, donc oui, Vilmos a mis c'était un plaisir énorme de lui laisser donner son avis. Mais la plupart du temps, je dois dire, il nous faisait complètement confiance ah si, je peux vous raconter une autre anecdote, une autre. Mais volontiers. Bon, on est chez John Travolta. La préparation, c'est un peu tendue. John Travolta est quelqu'un que je ne remercierai jamais assez. Il a été adorable, il nous a accueillis chez lui, ça s'est fait grâce à Nancy Allen, cette actrice de Blowout qui est une femme magnifique, qui m'a beaucoup soutenu, à qui je dois beaucoup. Elle me dit pas de problème, j'appelle John. Elle appelle John. John dit oui, on va chez John. Nous voilà chez John. On installe le matin. Moi j'hallucine quoi, petit projectionniste de province ou presque. Et puis je me retrouve chez John Travolta avec Vilmos Zsigmond. Et dans la bande il y avait, excusez du peu, le monteur de Star Wars qui s'appelle Paul Hirsch, qui a été aussi monteur de Blowout. Donc je me retrouve au milieu de tous ces gens en me disant mais voilà, je les ai tous conviés, ils sont tous là et on est chez John. Bref, on installe l'interview. Le chef-op James Crescenti se prépare la lumière et tout. Et John dit bon, on va aller voir l'interview.
On va aller voir la lumière avant l'interview. Très bien. On rentre dans la pièce, il regarde et il dit on fait des essais. Ah ça va pas. À la lumière. Non, ça va pas du tout. Ah là faut m'enlever ça. Donc il est assez touchy sur son apparence physique, ce qui est évidemment essentiel pour un acteur. Merci. Et entre autres l'âge, les années qui passent. Et alors que c'est une personne qui physiquement est magnifique. Il est très très beau. J'adorerais être comme ça à son âge. Mais il a des problèmes physiques. Non, ça faut que ça soit caché par la lumière. Et là, ça va pas assez. Regardant à la caméra, et je sentais la tension monter. Et je disais, ouh là 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 là, comment est-ce qu'on va résoudre ça si John Travolta commence à nous fiche dehors, mon interview est fichue, ma conversation est fichue. Bon. Et tout d'un coup, bing, idée. Je regarde John Travolta et je lui dis, en fait, il faudrait qu'on ait un super chef-op qui s'occupe. Je dis, mais John, on va aller demander à Villemouche. Ah mais oui, bien sûr, allons demander à Villemouche. On va demander à Villemouche, qui est venu dans la pièce avec John Travolta, qui dit « C'est quoi le problème ? Ça, ok, on enlève ça, voilà. Ça va, John ? Ah mais c'est super, formidable, très très bien, formidable, impeccable. » Et l'interview, et ça s'est bien passé, et John Travolta s'est complètement détendu. Et en revenant, dans la voiture, je lui dis à Villemouche « Mais qu'est-ce que t'as fait exactement ?»« Oh, rien du tout, j'ai juste enlevé un bout de scotch, rien du tout. » Et j'ai réalisé à quel point aussi il y avait besoin d'un rapport de confiance, entre l'acteur, et c'est ce que je voulais aussi essayer d'interroger à travers le documentaire. Quel est le rapport d'un acteur avec son chef opérateur ? Ils ont besoin d'être dans un rapport de confiance absolu. Il faut qu'il y ait quelque chose de magique qui se joue entre eux. Et là, j'ai senti que peut-être avec James, il y avait quelque chose qui se tendait, et puis avec Villemouche, hop, ça s'est détendu, et tout est devenu possible. Alors que, dans les faits, techniquement, rien n'avait changé. Mais c'est une question d'attitude, de confiance, l'acteur a besoin d'être en confiance, quoi. Alors en confiance, il y a deux plans, vous l'interviewez dans un bain. Alors, c'est des plans qui sont du coup très drôles, voilà, qui arrivent là au milieu. Et en plus, il fait toujours le même mouvement de se mouiller la tête de la même manière. Alors, d'où ça vient c'est cette histoire de bain? Il y en a, je crois, un en Hongrie et un aux États-Unis, je crois. Enfin, exactement. Alors c'est tout simple, c'est-à-dire que j'essayais en permanence dans les moments que j'arrivais à avoir avec des personnes, des personnalités, quelque chose de l'ordre de la justesse. Je cherchais toujours la justesse dans les rapports des interviews que j'avais avec les gens. Quand j'avais très peu de temps et qu'il fallait faire simple, John Boorman ou Ivan Passer, on posait la caméra et puis on y allait et j'essayais dans mon attitude de mettre ces gens en confiance et de faire sortir d'eux quelque chose d'authentique qu'ils allaient me dire d'une façon vraie et juste. Bon, donc j'arrive chez Villemouche, à Big Sur, on fait tout le voyage en voiture, je conduis, Los Angeles-Big Sur, il y a quand même 600 km. Oui. J'aurais aimé passer une semaine chez lui, j'ai passé 24 heures, on est reparti le lendemain dans l'autre sens parce qu'il fallait rendre le matériel et puis j'avais mon avion qui m'attendait. Bref, je ne vous explique pas le sentiment d'urgence permanent dans lequel ce film s'est fait, du premier jour jusqu'au dernier jour, et c'est pas tout à fait fini parce qu'il faut que je vérifie encore des derniers sous-titres là demain. Bref. On se retrouve chez Villemouche avec James, le directeur de la photographie, Tad Chamberlain, le preneur de son. On est crevé, Villemouche dit à la maison, on va se mettre dans mon jacuzzi, ça va nous faire du bien. On arrive chez lui, la nuit est tombée, sous les étoiles, vue à 180 degrés sur la mer, et on se plonge tous, tout nus, dans le bain, pour se relaxer. Et je regarde Villemouche et je lui dis, mais Villemouche, pourquoi on ne ferait pas l'interview demain ici, en fait? On est bien? Ah, mais si tu veux. Et c'est ça que j'ai aimé avec Villemouche, c'est que tout le temps, il était ouvert à tout, quoi. Tout le temps. Ouvert avec les gens qui croisaient, ouvert avec les propositions, ouvert avec les moments heureux, agréables, content d'être là. Et donc, cette idée-là, il l'a pris au vol, il l'a pris telle quelle, et on se retrouve le lendemain matin, à 8h du matin, on se met dans le bain et l'interview démarre. Et ça s'est fait tellement simplement, quoi. C'est chouette. Merci pour cette anecdote. Enfin, plus qu'une anecdote là, parce que là c'est même un secret de tournage du coup. Maintenant on va peut-être revenir dans quelque chose de plus concret. Quelque chose d'ailleurs là quand vous l'avez présenté dans la salle, c'est la première question qui est venue. Parce que ça taraude les gens. Il y a beaucoup d'extraits de films. Je sais pas, il y en a plus d'une cinquantaine, je dirais, entre les 184, photos. 184, ouais. Oui, j'étais même encore loin du compte. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour avoir autant d'extraits de films? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que vous avez réussi à avoir des astuces pour ne pas en payer ou moins en payer? Voilà, comment ça se passe? Parce que, effectivement, un film sur un directeur de la photo où on ne peut pas voir ces images, ça aurait paru bizarre, même si vous nous disiez qu'il y a eu un pré-montage
où il n'y avait rien et que vous aimez bien quand même ce film aussi. Oui, c'était le premier montage, c'était la matrice de ce film-là, et pourtant il n'y avait aucun extrait de film. Donc les gens qui verront ce film pourront peut-être s'imaginer ce que c'est ce film sans extrait de film. Bref, c'est une préhistoire. Pour l'histoire qui nous concerne, oui, maintenant le film a beaucoup d'extraits de film, et ce qui m'a sauvé, c'est ce qu'on appelle le droit de citation. Et c'est donc une possibilité qui est offerte aux gens qui souhaitent mettre des extraits de films dans leur propre film. Plus l'extrait colle au discours qui est fait dans le film, à ce qui est défendu comme idée, comme point de vue, comme discours sur l'extrait en question, plus il peut passer, et plus il est court surtout évidemment, plus il peut passer dans ce qu'on appelle le droit de citation. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un tout petit bout, sans payer l'argent qu'il faudrait payer aux studios américains qui coûterait une fortune, mais parce que vous êtes dans le cadre du droit de citation et vous défendez autre chose que le film lui-même. Il ne s'agit pas de profiter du film tel qu'il est, mais d'éclairer une nouvelle idée dans la nouvelle œuvre. Donc c'est une avocate américaine, Lisa Khalif, qui nous a sauvés et qui a regardé tout notre film et qui, elle, est mandatée par les studios pour vérifier les films qui se font, et donc tout ça est très officiel. On a donc une lettre et une assurance de sa part, comme quoi nous ne serions jamais attaqués par les gros studios, parce que je pourrais être attaqué pour 2-3 millions de dollars facilement, et alors là, je vous explique même pas l'enfer, mais grâce à elle, je peux utiliser tout ça dans ce film de Villemot, qui est aussi une belle façon de rendre hommage à son métier, puisque c'est le voir en direct. Et ça a été une chose à laquelle je me suis beaucoup attaché dans les choix à faire de ces extraits, à chaque fois, c'est qu'ils soient toujours le plus près possible de ne pas se faire plaisir, ne pas se dire « Ah, j'adore ce moment dans, donc on va... » Non, 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 c'est de quoi est-ce qu'on parle, et être le plus près précis, le plus près, possible de ce qui se dit. Et donc, même si on est à un moment un peu bref, il faut que l'idée, elle passe tout de suite le plus brièvement possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'idée est passée, couper. Ne pas se faire plaisir et dire « Ah, on va laisser passer 10 secondes parce que c'est regardez comme c'est beau, puis on va rajouter de la musique là-dessus. » Surtout pas. Aller dans l'efficacité et voilà, aller vers le cœur du sujet à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est qu'on le voit donc aussi bien des extraits des films, mais aussi de making-of où on le voit travailler aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, et aussi après tout son travail photographique qui est à côté. Donc voilà pour ce très beau film. Je vous relaisse lire le titre, mais je vais être obligé de le dire juste avant. Allez-y. Close Encounters with Vilmos Zsigmond. C'est pas mal. Alors c'est plutôt Vilmos et Zsigmond, comme un G. Zsigmond, Vilmos, Zsigmond. Mais c'est pas grave de faire des fautes. L'essentiel, c'est de rendre hommage à cet immense artiste et immense être humain que j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître. Alors justement, parlons de vous maintenant, Pierre Filmon. Comme il a été dit à votre présentation, c'est que vous avez un nom prédestiné déjà, c'est extraordinaire. C'est mon vrai nom, oui. Voilà, moi je m'appelle Descaf, donc je suis obligé de boire du vin. Mais en tout cas c'est intéressant, et je pense que ça va même intéresser Robert qui est le doyen de notre émission, qui a 93 ans, qui est aussi un ancien projectionniste. Toutes mes salutations alors amicales à Robert. Et qui nous fait beaucoup de chroniques sur les noms prédestinés, donc ça va lui plaire. Alors voilà, d'où vous venez, donc on a compris que vous étiez projectionniste, vous avez aussi passé par le court-métrage, enfin voilà, expliquez-nous aussi votre carrière en tant que réalisateur, et peut-être aussi votre carrière en tant que projectionniste qui continue encore aujourd'hui. Et oui, qui continue, je gagne mon pain en étant projectionniste, peut-être qu'un jour je gagnerai ma vie en faisant des films, c'est pas encore le cas. Le cinéma c'est ma passion, faire des films ça a toujours été mon désir, donc oui, j'ai économisé mes salaires de projectionniste pour faire mon premier cours, puis mon deuxième cours, puis mon troisième et enfin mon quatrième. Donc oui, j'ai fait 4 films courts qui sont visibles en ligne maintenant tout le temps. Donc on mettra les liens de votre site où on pourra les voir, donc sur la page Facebook, ça y est, là ils y sont déjà. Super, merci. Ce sont plutôt des films courts de fiction, j'en ai fait 3 films courts de fiction et un film court documentaire sur mon propre père qui s'appelle Papa est mort. Et ensuite vient ce documentaire. Disons que j'ai
fait vraiment ce que j'ai pu pour tourner ces films de fiction courts auxquels je tiens, qui racontent à chaque fois une histoire que j'ai essayé de faire la plus complète, la plus satisfaisante, la plus dense et riche possible, même sur un temps court, parce qu'après c'est des histoires d'argent. Je suis en écriture de scénarios de long métrage, plusieurs ne se sont pas faits. Un devrait vraisemblablement pouvoir se tourner l'année prochaine, si les dieux du cinéma sont à nouveau avec moi, s'ils ne sont pas trop capricieux et se disent ça suffit d'une fois, maintenant va jouer ailleurs. Donc si tout va bien, je devrais continuer ce métier. Ce dont je me suis rendu compte en faisant des films courts, c'est que autant la fiction que le documentaire m'intéressait. Et l'un se nourrit de l'autre. C'est-à-dire que je suis très attaché à ce qui se passe au moment où la caméra tourne. Et je suis moins attaché, j'en parlais encore ce matin avec une amie de l'Acide, je suis moins sensible aux films à effets spéciaux. Voilà, ce n'est pas tellement ma cinéphilie et mon cœur de cinéma, je suis plus sensible à ce qui se passe en direct. Et c'est quelque chose aussi que je retire du documentaire, de ce que dit John Boorman quand il parle de Délivrance. Ils l'ont vraiment tourné, ce film. Il n'y a pas d'effets spéciaux après, et ils ont pris des risques. Et j'aime ça dans le cinéma. On est exactement sur la même longueur d'onde, donc c'est très très bien. Le fait de se dire, on prend des risques, quoi. Faire du cinéma, c'est prendre des risques, quoi. Mais les gens qui font des effets spéciaux prennent des risques aussi. Mais je suis peut-être moins sensible en tant que spectateur à ce cinéma d'effets spéciaux qu'un cinéma pas forcément réaliste ou vériste, mais qui part de ce qui se passe devant la caméra. Le film d'où Vilmos Zsigmond devait être le chef-op, Oui. est-ce que celui-là est complètement tombé aux oubliettes ou est-ce qu'il existe encore? Ah, c'est un sujet douloureux ça, parce que j'y ai passé tellement de temps à, non pas à l'écrire, mais à le réécrire. Et c'est encore une autre histoire, puisque c'était tiré d'une courte nouvelle d'un autre grand monsieur que j'ai eu la chance de côtoyer aussi avant sa mort. Je dis souvent, Vilmos est un peu mon père de cinéma, et Bud Schulberg est mon grand-père de cinéma. Bud Schulberg avec qui j'ai travaillé sur ce fameux scénario-là dont on parle, qui s'appelle A Dream Last Night. Bud Schulberg, il a eu l'Oscar en 1954 pour Sur les quais avec Marlon Brando. C'est un très très grand monsieur que j'ai eu la chance de connaître pendant les 5 dernières années de sa vie. Et ce film... Je suis un idéaliste, un optimiste, donc je veux croire qu'un jour il se fera. Mais bizarrement, ce que je disais récemment, c'est que ce documentaire, c'est un peu l'histoire du film. C'est-à-dire que si vous lisiez le scénario, si un jour le film se fait et que vous le voyez, peut-être vous direz « Ah mais c'est la même histoire, celle d'un projectionniste qui rêve de faire un film et qui part aux États-Unis et qui va, à travers une série de péripéties, réussir malgré tout à faire son film. » Et c'est vrai que dans ce film, on vous voit en tant que projectionniste aussi. Merci beaucoup Pierre Filmon. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On a été, je pense, très intéressant pour les auditeurs. Merci. Une phrase que je retiens de votre film, c'est apprendre à regarder, c'est apprendre à réfléchir. C'est tout ce qu'on essaye de transmettre nous aussi dans l'émission. Merci beaucoup Pierre Filmon et à très bientôt. Merci à vous, au plaisir.